bonsoir à tous. On se donne quelques minutes avant de démarrer. On a quelques sujets de son. N'hésitez pas à nous dire d'où vous vous connectez et puis si c'est la première fois pour vous ou si c'est récurrent et que vous êtes fidèle. Merci d'être là. Bonsoir Marseille. On est très très heureux. Pauline également, que je reconnais, les prénoms qui nous suivent. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité sur le podcast, sur les événements. On est toujours très heureuse de se retrouver avec une équipe qui évolue, qui grandit, et puis des invités qui nous font toujours confiance. Et ce soir, dans la préparation, on s'est dit qu'on allait se régaler. Donc, on est très heureuse d'être aux côtés de Maïsar et d'Isabelle. Bonsoir Lyon, bonsoir le Québec, bonsoir Paris. Eh ben, merci d'être là si c'est la première fois. Pour vous présenter rapidement comment l'heure va se dérouler, Fanny va me rejoindre vu qu'on n'a pas réglé nos problèmes de son, mais ça, il n'y a pas de sujet. On va être en binôme et Fanny et moi, on va avoir le plaisir de se partager la co-animation de ce rendez-vous. On va démarrer avec la présentation d'Isabelle et on rentrera dans le vif du sujet sur le parcours, la négo. Bonsoir l'Aveyron. C'est gentil pour le clin d'œil. Et Sylvia, toujours fidèle au poste, Abidjan. et Abidjan, le Luxembourg, mais c'est très international. Merci à tous. Milan. La prochaine fois, on fait à Milan quand même, non? Ah bah oui, c'est une bonne idée. Et donc, on rentrera dans le vif du sujet sur les anecdotes négo. Et Sylvia nous fera le décryptage. Fanny est en train de me rejoindre. Je lui fais de la place et on va pouvoir démarrer. Hop. Parfait. Alors, bonjour à toutes. Désolée pour le problème de son. Pas de problème. C'est les aléas du direct, c'est ce qu'on se disait avec Sylvia. Vous êtes toujours plus nombreux à vous connecter, donc merci beaucoup. Il est 18h03, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Comme ça, on est à l'heure. Je te passe la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on est ravis de vous recevoir donc toutes les deux. Vous avez des profils très différents et en même temps très complémentaires et tout à fait exemplaires. Et je vais commencer tout de suite avec Isabelle Jourdan. Donc Isabelle, tu as un parcours impressionnant. Donc tu as d'abord été en agence de communication. On va te laisser évidemment un peu préciser ton parcours en détail. Puis tu as eu des postes stratégiques au sein de cabinets ministériels et puis des postes de DIRCOM aussi, membre du COMEX. Et puis actuellement, tu es directrice de la com de l'APHP et directrice du mécénat dans un secteur qui est en pleine transformation et qui est stratégique. Donc ma première question, c'est... évidemment, tu vas nous présenter ton parcours, mais justement dans ce parcours, quelle est la place de la négociation dans ta carrière et est-ce que cette place a été innée ou est-ce que c'est une place que tu as dû acquérir et une compétence que tu as dû acquérir? Bonjour, merci de m'avoir invitée. J'avoue que je n'ai jamais regardé ma carrière au prisme de la négociation. D'autant moins que mon parcours professionnel est né essentiellement de rencontres et d'opportunités que j'ai soit fabriquées, soit saisies, et que donc je ne peux pas dire que j'ai été confrontée souvent à une nécessité de négociation. Donc effectivement, j'ai fait 23 ans de conseil et puis après, je suis partie dans des institutions publiques, en tout cas dans le champ du social et du public. Et puis, j'ai fait 2 passages dans 2 cabinets ministériels complètement différents, un sur la santé et un sur le logement, donc ça n'avait vraiment rien à voir. À chaque fois dans le premier 2 ans et demi, dans le second 2 ans et voilà. Et donc depuis, un peu plus presque 18 mois, je suis à la PHP, donc aux hôpitaux de Paris, en tant que directrice de la communication et du mécénat. La négociation, je l'ai sans doute rencontrée, sans doute pratiquée, mais un peu comme Monsieur Jourdan, c'est-à-dire que ça n'a jamais été, pour moi une nécessité, au sens où je me suis pas dit: «Tiens, là, je vais devoir aller négocier telle chose ou telle autre». Avec du recul, je me rends bien compte que je l'ai fait, dans des circonstances, très variées, mais pas de manière consciente et organisée, si je puis dire. Peut-être. Il y a des choses finalement que tu as qui étaient non négociables. Peut-être que dès le départ, Ouais. tu savais quelles étaient les limites dans ta carrière, que tu ne voulais pas franchir, et les choses qui étaient stratégiques pour toi. Alors,
quelques points, qui pour moi étaient importants. Je dirais pas que c'était des limites, mais c'était que, je déteste l'ennui et la routine. Voilà. Ça, je me connais, je sais que ça, c'est des choses qui me feraient enfin, en tout cas, qui me feraient quitter un emploi, un job et que donc, j'ai toujours cherché à apprendre ou à découvrir des secteurs que je ne connaissais pas. Ce que j'ai fait, alors le conseil, c'est facile de faire ça parce qu'en fait, on se retrouve avec des clients qu'on ne connaît pas et on découvre des univers, des secteurs professionnels, des secteurs d'activité qu'on ne connaît pas. C'est moins facile quand on est dans une institution, mais à chaque fois, j'ai été dans des institutions dont je ne connaissais pas le cœur de l'activité, que ce soit, l'assurance chômage, l'allocation familiale, à la santé ou au logement. À chaque fois, il fallait découvrir. Donc mon moteur, c'est plutôt, la curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie. Ce sur quoi j'ai appris peut-être parce que j'ai été très préservée, en tout cas, je pense, dans la qualité relationnelle de mon environnement de travail. Ça a été quasiment le cas dans pratiquement tout mon parcours, sauf une exception et dans cette exception, j'ai appris que je n'étais pas prête à supporter les tyrans et qu'en fait, je vivais très, très mal. Je ne savais pas gérer ça et que donc ça m'a appris à ne pas me remettre dans cette situation de devoir supporter des dirigeants tyranniques, qui, j'entends pas, Est-ce que tu peux nous préciser avec quelques exemples qu'on comprenne bien? bah, j'étais, sous la direction, donc d'un homme, je pense que si ça avait été une femme, je ne sais pas si ça aurait été différent ou pas. Enfin, en l'occurrence, c'était un homme qui, par ailleurs, était misogyne, donc je pense que ça aurait été différent si ça avait été une femme, mais ça, j'ai très, très mal vécu ça et qui était humiliant pour les collaborateurs. Alors j'ai pas forcément eu à en faire les frais à titre personnel, mais j'ai été témoin de scènes et de personnes, avec lesquelles je travaillais qui étaient, vraiment dans un mal-être, très fort et j'ai été témoin d'une misogynie, mais vraiment, primaire quoi, que j'avais en fait, je me suis rendu compte que j'avais été très préservée parce que je ne l'avais jamais rencontré jusque-là et ça date d'il y a pas très, très longtemps, enfin il y a moins de 10 ans donc voilà, j'ai quelques heures de vol comme on dit donc c'est assez je considère que j'ai été préservée et là je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas prête en fait à supporter ça» et je me suis rendu compte que je n'avais pas le répondant. Je ne savais pas gérer cette situation-là. Je ne savais pas gérer ce rapport de force, humiliant. J'avais pas assez d'assises personnelles, en tout cas émotionnellement, je n'y arrivais pas et que par ailleurs intellectuellement, je ne supportais pas en fait. Alors Donc comment tu fais? alors, j'ai supporté un certain temps pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'après c'est toujours une question d'équilibre, hein. C'est comment vous trouvez, l'équilibre entre, il n'y a pas de job parfait donc c'est comment dans la balance on pèse, ce que ça apporte versus, ce que ça coûte. Et en revanche donc bon, j'ai réussi à faire une balance qui est restée positive à un moment donné et puis après je me suis dit: «Bon, il faut que je m'occupe de la sortie». Et donc c'est là où moi j'ai basculé en me disant, de toute façon mais c'était pas ma motivation principale, mais c'est l'enseignement que j'en ai sortir était enfin quitter c'était une autre motivation, c'était pas à cause de ça. Mais comme évidemment quand on sort d'un job, c'est pour aller vers un autre, je me suis dit: «Je ne veux plus jamais me retrouver dans la situation d'avoir un patron tyrannique». Voilà. Et est-ce que tu aurais pu le savoir? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Je pense que, notre négociatrice va nous aider à décrypter tout ça, mais est-ce que a posteriori, tu te dis: «Il y avait des signes avant-coureurs que j'ai pas vus» ou pas du tout? Non. Non, 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 je me suis juste dit: «Mais dis donc, quelle chance j'ai eue jusqu'à aujourd'hui de pas être confrontée à ça». Mais en fait, ma résistance était finalement très faible. D'accord. Et est-ce que tu as eu à t'interposer, à défendre des collaborateurs? Parce qu'on est tous en position de management et ça peut nous arriver, à Alors tous. dans cette position-là, j'avais pas de position de management, mais j'en ai eu beaucoup, par avant, et avant et après, heu mais ça s'est pas posé. J'ai juste je me suis sentie, très affaiblie de ne pas pouvoir réagir en fait et de pas y arriver. Pas pour mon bénéfice personnel, hein, mais dans un collectif de travail sous pression en plus.
je me suis dit, bah, en fait, j'aurais dû réagir et je l'ai pas fait. Je n'avais pas les armes pour le faire, je pense et par ailleurs, je n'avais pas comment dire? La solidité émotionnelle pour le gérer. Sylvia, peut-être tu peux venir à notre secours en décryptant, est-ce qu'Isabelle a eu raison de partir ou est-ce qu'elle aurait dû affronter, régulièrement ce profil complexe? Dis-nous tout. Alors, merci déjà de partager ça, Isabelle. Je réagis d'abord à l'introduction d'Isabelle qui nous dit qu'elle n'a pas regardé sa carrière sous l'angle de la négociation. Et en fait, ça arrive très souvent. Les gens n'ont pas conscience de négocier. Donc, quand on fait des formations à la négociation, on a des fois des tours de table. Les gens disent, bon, on est venu à cette formation, mais franchement, nous, on négocie jamais. On fait ni du commerce, ni du social. Et je dis: «Mais bon, mais vous êtes manager dans l'entreprise?» «Oui, oui, tout à fait». «D'accord, donc vous négociez jamais des budgets avec votre direction?» «Ah si». «Vous négociez jamais avec vos collaborateurs qu'ils fassent certaines missions qu'ils ont pas envie de faire?» «Ah bah si, bien sûr». «Et avec vos collègues?» Et en fait, finalement, la négociation est partout et donc il n'y a pas de collaborateurs en entreprise qui ne fassent pas de la négociation, à titre pro, puis à titre perso aussi, bien entendu. Donc la négo est souvent partout, mais les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils sont en négociation. Donc voilà. Après, pour réagir à ce que dit, justement Isabelle, ce dont elle parle, les profils tyranniques, on appelle aussi des profils pervers, c'est ce qui s'appelle des profils complexes en négociation et on parle beaucoup de ça, dans nos formations. On a aussi Être négociatrice où on parle justement des profils misogynes, séducteurs, paternalistes aussi qui vont vous appeler ma petite pendant 25 ans. Voilà, bon, c'est tout aussi gonflant, hein. Donc tout ça pour vous dire que, ces profils pervers, dans les profils complexes, c'est le pire des profils, d'accord? Donc il y a plein de profils complexes, la mauvaise foi, l'agressif, le narcissique, le paranoïaque, bon voilà, on peut s'amuser un petit moment, mais le pervers, c'est le pire des profils parce que, le pervers, ce qui l'intéresse, c'est de faire souffrir des gens. Normalement, c'est pas un comportement très humain. Par exemple, si vous, le week-end, vous faites, cuire des petits chatons dans des micro-ondes, c'est pas normal, voilà, faut le savoir et donc les profils de pervers, c'est le pire des profils. Pourquoi? Parce qu'ils ont recours à la peur, donc moins de 10 des victimes portent plainte. Pourquoi? Bah, par peur des représailles et recours à la culpabilisation. C'est-à-dire que les victimes vous disent: «Oui, mais c'est de ma faute si j'avais pas réagi comme ça, si j'avais pas dit ça» et ce qu'il faut bien comprendre dans le pervers, c'est que c'est un profil, alors je ne le genre pas, hein, homme ou femme bien entendu, c'est un profil qui parfois est adorable et parfois est odieux. Ce qui fait que ça vous explose vos circuits de la récompense, vous comprenez pas pourquoi ce matin, il ou elle était adorable avec vous, ce soir il ou elle est odieuse, qu'est-ce que vous avez fait au milieu? La réponse est rien. Mais c'est juste pour, que vous ne compreniez plus ce qu'il faut faire pour être bien vu ou mal vu. Face à ces profils-là, donc ce qui les fait marrer, c'est de vous faire souffrir, hein, c'est ça que recherche un profil pervers, ce qui est différent d'un profil psychopathe. Et donc face à un profil pervers, malheureusement, on a 3 conseils. Le premier, c'est partez, parce que ça va très vite, la perte de confiance en soi, beaucoup plus vite qu'on ne le pense et on ne peut comprendre l'action d'un pervers que si on comprend, ce qu'est, le, l'emprise. Parce que si on comprend pas l'emprise, pourquoi il y a des femmes battues? Bah, première fois que le mec est violent, on se barre, c'est évident. Bah oui, sauf si on est sous emprise, c'est bien ça le problème. Donc malheureusement, la 1 conseil qu'on vous donne, c'est partez. Le deuxième, si vous pouvez et avant que de perdre confiance en vous, attaquez, prenez des preuves, parlez-en aux autres, parce que c'est ça que fait le pervers, il vous isole. Donc vous avez l'impression d'être la seule à vivre cette situation, alors qu'en fait, tout le monde vit ça. Donc parlez-en aux autres, essayez de monter un dossier pour vous débarrasser d'un profil pervers. Dans les expériences que j'ai, je trouve qu'en entreprise, souvent, les boîtes mettent plus de 5 ans à se débarrasser d'un profil pervers. Pourquoi? Parce que comme ils terrorisent les équipes, en dessous, les résultats sont là. Et comme ils terrorisent les équipes, quand vous demandez aux équipes ça se passe bien avec lui ou elle, ils vous répondent quoi? Oui, 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 bien sûr, en disant oh, mon Dieu, si il ou elle apprend que j'ai parlé. Et le dernier conseil qu'on donne en négociation, si vous avez un profil pervers, mais que vous le voyez une fois tous les 3 mois, que c'est un client à vous, un interlocuteur, un partenaire, et cetera. Vous êtes préparé, c'est professionnel, on vous a briefé pour ça. La toile cirée, ça glisse sur vous, quoi qu'ils disent. Franchement, on va pas parler de ça pendant une demi-heure. Allez, on peut attaquer le rendez-vous? C'est pour lui montrer: «Tu n'auras pas de prise sur moi». Voilà. Mais c'est facile à dire si vous le voyez une fois tous les 3 mois. Si c'est votre conjoint ou votre manager, il ou elle bien entendu, c'est pas la même histoire. C'est pour ça que le premier conseil, c'est partez. Donc vous avez bien fait Isabelle. Merci Sylvia. On passe, à notre deuxième invité.
pour séquencer un petit peu les choses. Alors, changement d'ambiance, puisqu'on va voyager au Moyen-Orient. Maïssa Zar, fondatrice, cofondatrice de la maison de joaillerie Loyal, libanaise, qui est arrivée à Paris pour finir ses études et qui a enchaîné une école de mode, une école de luxe, une école de commerce, et qui s'est dit, et là je trouve que ça va être fascinant sur l'aspect du décryptage, comment moi je vais arriver sur un marché très traditionnel, avec des très gros acteurs, des très gros faiseurs, beaucoup de valorisation. Et je vais casser tous les codes du marché pour faire quelque chose qui me ressemble, qui sera construit, imaginé et conçu autour de mes valeurs sur lesquelles je ne ferai, et je cite Maïssa, pas de compromis. Bonsoir Maïssa. Bonsoir Julie et merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et Isabelle et Sylvia, c'était extrêmement intéressant ce que vous avez dit et très, très vrai. Et vous avez bien fait de partir, Isabelle. Est-ce que Maïssa, tu veux bien nous emmener dans ton univers qui est celui de la joaillerie et nous raconter un peu ce qu'on a effleuré nous en préparant ce rendez-vous que moi j'ai trouvé vraiment passionnant. C'est finalement ce monde du diamant, de la joaillerie, quels sont les codes qui le régissent et comment à l'intérieur de celui-là, toi dans ton quotidien de jeune pousse entreprise, tu négocies sans jamais transiger pour faire à ta façon. Et puis peut-être aussi nous préciser quel est ton modèle, parce que c'est un modèle complètement disruptif que tu portes et très novateur. Et donc, c'est d'autant plus intéressant que tu es jeune et que tu as porté ce modèle avec conviction. Alors, pour la petite histoire, donc moi, j'ai toujours été passionnée par la joaillerie. C'est quelque chose que m'a transmis ma grand-mère. Quand j'étais petite, j'ai vu une bague dans son tiroir. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je courais pour ouvrir ce tiroir et porter cette bague. Et quand elle est partie, elle me l'a léguée. Et à chaque fois que je la portais, je repensais à ma grand-mère, je ressentais beaucoup d'émotions et j'ai compris en fait l'importance d'une création joaillère. Et depuis, j'ai eu cette passion pour la joaillerie et qui a été présente dans ma vie et qui a pris un peu sa place. Et toute l'histoire de Loyal a commencé depuis quelques années quand je cherchais ma bague de fiançailles. Je n'étais pas très à l'aise à l'idée d'avoir un diamant de mine pour ma bague, en me disant que, cette bague-là qui est supposée symboliser notre amour avec mon mari, quelque chose de très beau et de très pur, de me dire que derrière, c'est pas toujours forcément très beau, je trouvais ça un peu dommage. Pour la petite parenthèse, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, malheureusement, aujourd'hui, l'industrie minière est une des premières causes de la déforestation. L'impact environnemental des mines est assez catastrophique et les conditions de travail ne sont pas superbes, on va dire. Et donc, me dire que voilà, il y a une chance que derrière, je ne pouvais pas avoir conscience de l'impact réel, je trouvais ça dommage. Et je tombe sur cette incroyable innovation qui est le diamant de laboratoire. Donc, le diamant de laboratoire est un vrai diamant. La seule différence, c'est qu'il n'a pas d'impact écologique néfaste et on évite les conditions d'extraction minière et il est créé dans un laboratoire. Donc, c'est comme si on avait une plante qui poussait dans la forêt, dans notre jardin ou dans notre appartement. Et je me dis, c'est génial, je veux un diamant de laboratoire pour ma bague de fiançailles. Et là, je décide de me lancer, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de marques sur le marché, et je décide, en fait, de me lancer parce que j'avais pas trouvé mon bonheur. Le peu de marques qui existaient se focalisaient énormément sur l'aspect éco-responsable, au détriment de la créativité, de l'histoire derrière chaque pièce et on va pas se mentir, on n'achète pas un diamant juste parce qu'il est éco-responsable. C'est avant tout, on veut marquer un moment important dans notre vie, c'est quelque chose qu'on va transmettre par la suite à nos enfants peut-être ou à quelqu'un et donc c'est important que ce soit quelque chose de beau, qui raconte une histoire, qui a un savoir-faire derrière et je me suis dit: «Des femmes comme moi, qui ne souhaitent pas faire de compromis, il y en a forcément plein» et c'est comme ça que toute l'idée derrière Loyal, a commencé et donc ça fait 3 ans que la marque existe et c'est marrant Isabelle, vous aviez dit: j'ai pas l'impression d'avoir négocié dans ma carrière» et moi aussi au début, avant de faire ce podcast, je me suis posé un peu la question en me disant: «Mais est-ce que réellement je négocie au quotidien avec Loyal?» et du coup Sylvia, vous m'avez un peu ouvert l'esprit sur cet aspect que
En fait, peut-être oui. Au final, c'est vrai que j'avais jamais, vu ça comme une négociation, mais certainement on négocie énormément, pas avec nos clients, mais avec nos fournisseurs justement pour toujours offrir le meilleur et se battre un peu pour ses convictions qu'on a, d'offrir une joaillerie, plus vertueuse, et justement de pas faire de compromis sur ce qui est important pour nous et à nos yeux. Et est-ce que vous avez un exemple de compromis, justement que vous avez refusé, au cours de votre activité? Je sais que vous nous aviez parlé, par exemple, du packaging. Est-ce que là, c'est un sujet, important en termes de négociation? Oui, alors, j'aime bien cette petite anecdote parce que, donc quand je voulais lancer la marque, donc forcément, j'ai été voir des fournisseurs pour le packaging des bijoux, donc les écrins. Les écrins dans la joaillerie, traditionnellement, la majorité des écrins, la coque est faite en plastique ou en bois. Et donc, notre fournisseur, c'est le fournisseur aussi des grandes maisons de la place Vendôme, donc qui a l'habitude de travailler avec les meilleurs. Et donc, je lui dis, bah, en fait, je veux une coque sans plastique et sans bois. Bah, ça sert à rien de mettre du plastique et du bois, c'est inutile, c'est juste là pour donner plus de poids à l'écrin. Il faut rendre ce packaging plus responsable, plus éco-responsable. Et donc il me dit: «Mais ça fait 50 ans qu'on travaille comme ça se fait pas, tout le monde fait ça, c'est impossible, on peut pas changer les choses, c'est voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses, c'est la tradition» et cetera. Et donc on a beaucoup insisté. Bah, pour moi, c'était pas forcément aussi je le voyais pas à l'époque comme une ego, je le voyais plus comme un combat de me dire: «Mais si, on peut challenger, on peut faire quelque chose de façon différente. C'est pas parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça pendant 50 ans qu'on peut pas essayer de faire quelque chose de différent, de meilleur, de voilà, de plus responsable». Et finalement, je suis très reconnaissante envers cette personne-là qui a pris ce pari sur nous. Parce que si j'étais à l'époque, la marque n'existait même pas, on n'avait pas des quantités énormes à lui demander à nous produire et donc cette personne-là a cru en nous, il a cru en notre projet et je pense que ça le faisait marrer d'essayer et finalement on a réussi. Donc on a fait un écrin qui est tout aussi beau, tout aussi luxueux, tout aussi, robuste, pour nos bijoux et aujourd'hui, bah, cet écrin-là est exposé dans le showroom de ce fournisseur, à côté de packaging de toutes les grandes maisons de la place Vendôme. Donc ça, c'est assez incroyable, hem et assez sympa et bon, c'était une négociation, mais à l'époque, je le voyais pas comme une négociation, je le voyais plus comme, voilà, quelqu'un qui croyait en notre projet et qui avait envie de nous soutenir et de parier sur nous et de se dire: «Bon, main dans la main, on va trouver une solution ensemble et faire quelque chose de sympa». Merci, notre décryptage de Sylvia. Et écoute, j'adore ces histoires, tu sais, c'est la fameuse phrase: «Ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible». Donc je trouve que c'est hyper important, ce que vous nous partagez, Maïssa. Ça dit plusieurs choses. Déjà, ça revient au non négociable et en vrai, vos valeurs et donc les valeurs que vous avez, voulu mettre en œuvre, elles peuvent pas être négociables, vos valeurs. Sinon, ben, ça revient à être du greenwashing, enfin voilà et c'est du et puis après les gens s'en aperçoivent et c'est encore beaucoup plus violent pour une marque quand on s'aperçoit qu'elle a communiqué sur des choses alors que c'était pas réel. Et donc les valeurs, ça doit faire partie des choses non négociables que vous avez en vous, et des fois, il faut les conscientiser aussi parce que des fois, on accepte de faire des trucs un peu moches et puis au bout d'un moment, on se dit: «Bon, maintenant que ça fait 4 ans que je fais comme ça, voilà» et puis des fois, on se dit: «Mais je suis devenue qui?» et donc il faut, conscientiser ces valeurs qui ne sont pas négociables et il faut rien lâcher. C'est ça le plus dur aussi, après et j'aime bien ces expériences, alors j'aurais pensé à moi 2 secondes parce que j'ai eu, ma première manager qui m'a dit un truc qui m'a marqué toute ma vie, c'est que, elle moi j'avais un parcours d'ingénieur, donc plutôt de qu'est-ce qui est faisable, voilà et elle pas du tout et elle arrêtait pas de me poser des questions sur des trucs où je me disais: «Mais c'est pas du tout faisable, tu te rends pas compte, c'est pas faisable» et un jour elle me dit: «Écoute Sylvia, en fait tu es ingénieure, donc je ne te paye pas pour que tu me dises ce qui est faisable, je te paye pour que tu inventes ce qui n'est pas faisable».
Waouh! Donc au début, j'ai eu envie de la frapper comme ça, mais finalement, je me suis dit: «Est-ce que c'est pas ça l'histoire de ta vie finalement?» Et la négociation, c'est ça, c'est avoir 2 situations qui sont contradictoires, des enjeux qui sont totalement divergents et de rendre quand même un accord possible malgré tout. Et dans notre métier, on commence toujours par des négos, on dit: «De toute façon, on trouvera jamais d'accord». Et finalement, on en trouve, donc on rend les choses possibles. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Déjà, sanctuariser vos valeurs qui, par définition, ne peuvent pas être négociables. Ensuite, y croire et tenir bon malgré tout, et croire que c'est possible. Et puis, surtout, c'est ça qui est hyper important, c'est, apprendre de l'expérience parce que vous voyez là exactement ce que vous ont dit les fournisseurs, on a toujours fait comme ça. Voilà. Et ben, en négociation, c'est des gens qui vont se planter toute leur vie, qui vont nous dire, mais nous, Sylvia, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. D'accord. Donc, ça veut dire si dès le départ, vous aviez fait une connerie, ça fait 20 ans que vous faites la même. On est bien d'accord. Donc, évidemment, l'expérience ne sert à rien si on n'apprend pas de l'expérience. Et donc, de dire ça fait 20 ans qu'on a fait comme ça, évidemment, ça ne veut rien dire. Et heureusement, sinon ça veut dire qu'on serait encore au Moyen Âge. On ferait toujours comme on avait fait à l'époque. Donc, bravo Maïssa d'avoir tenu bon, d'avoir, sans le savoir, identifié des choses qui n'étaient pas négociables pour vous et tenu bon dans la durée pour justement ne pas transiger sur vos valeurs. Merci, merci beaucoup. Donc, on va peut-être prendre une question sur le chat. Merci Charlotte. Finalement, le plus complexe dans nos esprits, est-ce la négociation et son conflit avec l'autre ou la définition du non négociable avec nous-mêmes? Presque philosophique, mais très négociation. Ouais. C'est à moi de répondre? Ouais, je réponds? Oui. Ouais, alors, en fait, je pense qu'en vrai, c'est très difficile de négocier avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est à la fois le négociateur et le décisionnaire et c'est la pire des situations en négociation. C'est-à-dire que je dois tenir bon mon ego, mais en même temps, je suis la personne qui peut décider de tout lâcher. C'est pour ça que c'est un principe en négociation. On essaye toujours de dissocier la personne qui négocie de celle qui peut tout lâcher. Celle qui peut tout lâcher est la personne la plus dangereuse en négociation. Donc, si je négocie face à vous, évidemment, je vais tout faire pour essayer d'attraper votre hiérarchique qui va pouvoir peut-être lâcher plus de choses que vous qui êtes contraint par un mandat. Et donc, c'est pour ça que quand on négocie pour soi, on est dans la pire des situations parce qu'on doit tenir bon, mais aussi on est la même personne qui pourrait lâcher. C'est pour ça qu'il faut bien préparer sa négo. Il faut même l'écrire quand on négocie pour soi. Par exemple, dans quelles conditions je prends un nouveau poste demain dans un job? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Je dois partir à 18 heures parce que je fais du théâtre. J'ai un mercredi par mois où je fais de la compétition de haut niveau, avec, Charlotte qui nous écoute, comme à chaque fois, et cetera, et cetera. Et ça, je me l'écris, je le donne à ma meilleure amie et comme je dis parfois, si elle sent que vous dépassez de ça, que vous sortez de ce cadre, elle doit vous frapper. C'est ça le rôle de votre meilleure amie. Donc ça, c'est la négociation avec soi et c'est pour ça que c'est le plus difficile. Après, si on fait quelques négos professionnels, des fois le plus difficile, c'est d'obtenir de sa hiérarchie un cadre de négociation qui est clair, qui ne va pas évoluer dans le temps, pour que nous, on puisse construire notre négo. Et ça aussi, des fois, c'est dur, c'est, de bien identifier en interne dans une négociation ce qui ne va pas être négociable. Le risque, c'est d'avoir des décisionnaires qui vous disent: «Allez-y, ça c'est pas négociable, sinon on trouvera pas d'accord» et au final, quand vraiment on arrive au bout du truc, OK, bon, on peut lâcher. Voilà et le problème, c'est votre crédibilité une fois que vous avez fait ça. Donc des fois, c'est aussi difficile de négocier en interne, ce qui revient à négocier avec soi-même, c'est-à-dire son entreprise, quoi. Merci. Je rebondis sur ce que tu dis sur le non négociable. Isabelle, est-ce que toi, dans ta carrière, il y a eu des choses quand même qui n'étaient pas négociables en termes d'organisation, par exemple? Oui. Alors je le relie à l'expérience avec un autre regard aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai eu mon troisième enfant, je suis retournée donc au travail et avec joie d'ailleurs. Je suis quand même beaucoup mieux au travail que, dans les couches et du coup, c'est beaucoup plus reposant et au bout de 6 mois, j'ai senti que j'étais épuisée, c'est peut-être pas le mot, mais disons que je fatiguais, pas tant, physiquement que psychologiquement. C'est-à-dire que les enchaînements étaient quand même, enfin, je pense qu'on est nombreuses à connaître ce genre de situation et donc je me suis dit qu'il me manquait une soupape, de sécurité, plus, psychologique qu'autre chose et donc je me suis dit que j'allais, demander un temps partiel, en l'occurrence un 4/5 et que j'allais prendre un vendredi. Heu
Donc je suis allée voir mes 2 patrons de l'époque, puisque j'en avais 2 qui étaient, exactement, à même niveau de responsabilité, qui étaient dirigeants de l'agence dans laquelle j'étais et individuellement, chacun, je suis allée les voir en leur disant: «Voilà, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'avoir une journée pour moi. Je vais donc prendre un 4/5e. Je vous demande rien, je ne demande aucun maintien de salaire ni rien, ça je savais très bien que enfin bon, j'ai rien essayé de négocier. Le seul truc que j'ai négocié, c'est de leur dire, «Vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence et ça sera, pour moi un moyen de garder intacte, motivation, mon engagement, mais j'ai besoin de cette journée pour moi», et donc voilà. Donc c'était pas négociable en fait. Alors je savais que juridiquement, évidemment, je pouvais le faire puisque les conditions sociales en France sont quand même assez favorables pour ce genre de choses. Donc je savais qu'ils pouvaient un congé parental de temps partiel, moins de 3 ans de l'enfant, je crois, ça on ne peut pas le refuser. Mais c'était pas ça mon but. Mon but, c'était pas de me mettre dans un rapport de force, c'était de dire: «Voilà, c'est la condition pour que je continue à bien travailler, à être bien dans ma vie, dans les 2 facettes de ma vie, perso et pro». Le boulot, le travail, pour moi, c'était hyper important, donc j'avais besoin de continuer à m'y plaire, mais voilà, les contraintes de la vie de famille, faisaient que j'étais un peu à la limite de une forme de saturation ou de fatigue psychologique et ils ont Ah non, plutôt bien réagi. et tu pas demandé le mercredi et tu n'as pas demandé le mercredi? Alors surtout pas le mercredi. Je ne suis pas chauffeur de taxi. Voilà, donc non, non, je voulais surtout pas le mercredi, je voulais le vendredi parce que je voulais une journée alors, le vendredi, hein, c'est pour faire des courses, c'est pour enfin voilà, ça allège le week-end et ça raccourcit la semaine et s'il y avait des réunions importantes, évidemment, j'y allais, donc c'était pas du tout un mode de garde pour mes enfants. En revanche, ça me faisait plaisir d'être à la sortie de l'école, à 4h30, ça me faisait plaisir de faire un certain nombre de choses avec eux, et puis surtout les week-ends étaient beaucoup plus cool, quoi. Et les seules personnes qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu prends pas ton mercredi?» c'est des femmes qui m'ont dit, «Mais quoi, tu prends pas le mercredi?» «Ben non, en fait, mes enfants, ils vont très bien le mercredi, je suis très bien organisée, ils ont pas besoin de moi et donc je ne prendrai pas le mercredi, je prends le vendredi». J'ai un peu fait école après parce que derrière moi, il y en a 2-3 qui qui ont trouvé que c'était pas une mauvaise idée, qui ont fait la même chose. Mais voilà, j'ai jamais regretté et je suis restée à temps partiel très longtemps, parce qu'en fait, c'était devenu aussi un mode d'organisation, personnel, familial, qui était quand même très cool. Et puis après, j'ai pris de nouvelles responsabilités, notamment de diriger une filiale et en même temps que j'avais gardé, celle que j'exerçais déjà et donc là, c'était plus possible en termes de charge de travail, mais ça m'a pas tellement coûté parce qu'en fait, finalement, c'était bien, j'avais fait ce que j'avais voulu et voilà, je repassais dans un rythme, classique, mais sans regret, j'allais dire. Merci Sylvia. Quel Ouais. regard sur ces Alors oui, alors beh, je peux rebondir sur ce qu'on s'était dit d'être capable de négocier pour soi, des choses qui sont plus acceptables sur le non négociable. Mais je vais en profiter pour, rebondir sur autre chose aussi, dont on a moins parlé dans nos webinars, c'est la gestion du stress et des émotions. Et en fait, en négociation, on en parle beaucoup parce que des fois, il y a des négociations, que j'accompagne, au bout d'un moment, bah, tout est clair sur qu'est-ce qu'il faut faire, les enjeux, le mandat, les étapes, la planification, l'équipe, bon, les sketchs, on est clair. Encore faut-il que l'équipe qui va mener la négociation soit capable de gérer la pression pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, voire il y a des négos qui durent 10 ans. Donc voilà, il faut être capable de gérer ça et je trouve et puis, Charlotte, qui est une sportive de haut niveau qui nous écoute, dira pas le contraire. En entreprise, on a au moins 20 ans de retard par rapport au domaine sportif sur la préparation mentale et la gestion du stress. Parce que si voilà, n'importe quel sportif de haut niveau qui a des compétitions à forts enjeux, qui représente un pays avec des sponsors, je vous dis: «Vous savez qu'il a un coach, un préparateur mental?» Vous allez me dire: «Bah, merci Sylvia, on est au courant». Voilà et en entreprise, la même personne qui défend des enjeux majeurs pour l'entreprise, avec des négociations sur le long cours, qui ressemblent à des marathons et cetera, je vais vous dire: «Est-ce que vous pensez que cette personne, est suivie et un préparateur mental?» Je vais dire: «Non, pourquoi? Quelle idée?» Voilà et pourtant, ce sont les mêmes enjeux. Donc c'est un vrai sujet, la gestion du stress et la préparation mentale et
et notamment, quand, on a des burn-out qui arrivent, parce que ça arrive quand même très souvent en entreprise, hein. Souvent les consignes de prendre soin des collaborateurs, c'est ne pas se foirer dans les escaliers, tenir la rampe, machin, tout ça. Oui, mais vous avez quand même plus de chances de faire un burn-out en tant que cadre que de glisser dans les escaliers. Bon, bref, et tout ça pour dire qu'il faut, penser à son mental. J'ai découvert la préparation mentale il y a peu de temps parce que dans l'équipe chez ADN, on a des gens, qui font ça, notamment, un expert chez nous qui est spécialisé là-dedans. J'ai découvert qu'on pouvait mettre dans son cerveau ce qu'on voulait, et ça, c'était une révélation. Tu vas me dire: «Encore heureux, je l'ai découvert pas très jeune». Autant vous dire que j'ai formé mes enfants tout de suite à ça pour leurs études. Et donc c'est important de se dire à quel moment j'ai des warnings qui s'allument et qui, vont sans doute annoncer, une saturation totale, et la saturation totale et le burn-out, ça peut être quelque chose de très violent, et donc il faut les connaître, les petits signaux. Par exemple, j'ai perdu le sommeil, je deviens quelqu'un de très désagréable. Tout ce qui me faisait plaisir avant, recevoir des amis, tout ça, ça me saoule. Et puis, je peux pas lâcher mon téléphone pro du week-end, je fais de la tachycardie avant de me coucher le soir. Bon, ben ça, c'est des petits signaux, et ce qui est important, c'est de savoir la contre-mesure que je mets en place pour me ressourcer, et évidemment, là, autour de notre panel, personne n'a les mêmes. Il y en a qui vont marcher en forêt, il y en a qui vont faire de la boxe, il y en a qui vont faire du chant, il y en a qui vont au théâtre, il y en a qui vont lire un bouquin en s'isolant. On s'en fout, mais c'est de connaître ses contre-mesures, et ça, c'est hyper important, je le dis des fois, hein, quand j'étais jeune et que je manageais une équipe, je pensais qu'intellectuellement, on était tous invincibles, donc s'il fallait bosser tout le week-end, on bossait tout le week-end, s'il fallait pas prendre de vacances pendant 1 an, on prenait pas de vacances, on s'en fout, voilà. Et après tu vis, des histoires de burn-out, de saturation, de charge, et cetera dans tes équipes, et un jour, tu es beaucoup plus mature, il y a quelqu'un dans ton équipe qui dit: «Sylvia, ça fait 1 mois qu'on bosse comme des malades. Là, j'ai besoin de faire un break. Vendredi, je suis pas là, je suis off, je coupe tout jusqu'à lundi, ne comptez pas sur moi, je suis pas joignable, je vais marcher en forêt». Au début de ma carrière, je me serais dit: «Mais quelle feignasse quoi, elle va marcher en forêt, le truc qui sert à rien», et après quand on a de l'expérience, on se dit: «OK, c'est la meilleure ressource de mon équipe. Elle sait quand elle est dans le rouge et elle connaît les contre-mesures à mettre en face pour pas perdre pied, et lundi, c'est elle qui sera la plus en forme de nous tous». Voilà. Donc c'est ce Donc qu'a fait Isabelle. Elle a mis en place voilà. une mesure. Exactement. Donc Isabelle, je vous félicite vraiment d'avoir, identifié que vous étiez en train de rentrer dans le rouge et d'avoir trouvé la contre-mesure et tenu bon. Vous auriez peut-être pu, si je peux, une petite, voie d'amélioration, ne pas dire: «Je suis OK pour être payé 4/5 en faisant 5/5 du travail». Mais bon, voilà, ça c'est la petite voie d'amélioration de la négociatrice, évidemment. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Avant de se consacrer aux questions, si vous le voulez bien, Maïssa, je voudrais bien, ça fait un lien avec la dimension émotionnelle, puisque en préparant notre rendez-vous, on a beaucoup parlé de la place du lien, en particulier dans votre marché et dans votre activité, où vous cassez tous les processus habituels et traditionnels. Et si vous voulez bien nous raconter comment et pourquoi, et puis surtout, cette place du lien où on sent que ça vous tient très à cœur dans la façon dont vous menez, votre marque aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que dans cette marque, donc je l'ai pas précisé au début, mais mon mari a rejoint l'aventure. Donc on est tous les 2 cofondateurs de cette marque, et en fait, on a mis toutes nos valeurs dans cette aventure. On a la chance aujourd'hui d'être, entre guillemets «indépendants», et donc de pouvoir vraiment, faire les choses, hem, comme on le ressent, de mettre vraiment l'humain au cœur, de tout, et c'est un peu ce qui est, notre fil rouge, c'est un peu ce qui nous drive, au quotidien. Aujourd'hui, on se dit que, cette aventure ne sert à rien si aujourd'hui, on vend de la joaillerie. Donc on est là pour, comme vous l'avez dit, créer du lien, raconter des histoires, marquer des moments importants dans la vie de nos clientes, qui viennent s'offrir un bijou pour célébrer leurs 30 ans, leurs 50 ans, une naissance, un anniversaire de mariage. Donc c'est des moments très importants. Même pour la petite anecdote, j'ai des clientes qui se sont offertes leur solitaire de divorce. Donc ça, c'est assez incroyable. Génial. Heu, c'est vraiment fou, et donc je me dis qu'on est là, en fait, pour créer de la joie aux clients, et on pourra jamais leur offrir ce moment de joie si nous-mêmes, on n'est pas heureux en faisant ce qu'on fait.
Et je me dis: «Si créer cette marque pour être malheureuse, bah, en fait, autant retourner dans mon ancien job et faire ce que je faisais avant» et et donc c'est l'humain qu'on met avant tout et pareil, c'est inconscient, mais dans la négo, c'est que si on ressent pas une connexion avec une personne, que ce soit un partenaire, un fournisseur, une personne avec qui on doit collaborer, ben, on n'y va pas et certainement, c'est ce que je te disais l'autre jour, Julie, on rate certainement énormément d'opportunités. Je suis très consciente de ça, mais c'est pas grave. Parce qu'on n'a pas envie de se forcer à aller vers quelque chose où on sent justement qu'on doit faire un compromis, où on sent qu'on la personne en face, n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Aujourd'hui, on voulait tout est fabriqué à la main, en France. On voulait vraiment préserver ce savoir-faire artisanal français. Rares sont les maisons qui produisent encore à la main, encore moins en France. C'est beaucoup aujourd'hui dans la joaillerie, des process industrialisés, beaucoup de fabrication à l'étranger. Donc vraiment, ça nous tenait à cœur de faire ça. On est aussi certifié Bicorp, donc on a vraiment mis en place ce qui est génial dans la certification Bicorp, c'est que ça ne regarde pas uniquement l'aspect, environnemental, mais aussi, ce qu'on fait, nos engagements vis-à-vis de nos clients, de nos associés, de nos partenaires, de nos équipes, de la communauté. Donc ça prend en compte vraiment toutes ces valeurs-là et on est très fiers d'avoir reçu cette certification. On s'est battu pendant 1 an pour le faire, pour l'obtenir et c'est une très belle reconnaissance aussi pour tous ces partenaires qui ont cru en nous au début et qui nous soutiennent aujourd'hui et par exemple, moi, c'est quelque chose que je dis toujours, voilà, tous ces partenaires-là, en fait, pour rien au monde aujourd'hui, j'arrêterais de travailler avec eux. C'est des personnes qui nous ont soutenus depuis le premier jour, qui ont cru en nous, qui voilà, pendant cette première fameuse négociation, on est arrivé en leur disant: «Bon, on veut tout changer, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut pas de ça, on veut pas de ça» et on n'est pas prêt à faire de compromis sur ces choses-là parce qu'on veut offrir le meilleur à nos clients, bah, qui nous ont dit: «Bon, vous savez quoi? On va vous aider». Bah, ça, c'est en fait, pour moi, c'est la plus grande valeur et la plus grande force que Loyal a aujourd'hui. Hem Et je serai pour toujours reconnaissante, envers ces personnes-là qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus. Heu et on a raté beaucoup d'opportunités, mais c'est pas grave. On a déjà été dans des situations où, certaines personnes, nous ont dit: «Bon, écoutez, nous, on n'est pas capable de vous offrir ça». Moi, je et finalement, on n'a pas travaillé avec eux, mais là, 2 ans ou 3 ans plus tard, bah, on est encore rentré en contact avec eux en se disant: «Peut-être que 2 ans plus tard, bah, les choses ont changé, la mentalité a changé, pourquoi pas?» Quand on s'est lancé, par exemple, on a essuyé beaucoup de refus de la part des ateliers parce que beaucoup d'ateliers ne voulaient pas travailler avec ce diamant-là et donc c'était très difficile de les convaincre de travailler avec nous. Et puis finalement, quelques-uns nous ont fait confiance, ont voulu prendre ce pari, ont voulu se lancer dans cette aventure-là. D'autres étaient un peu plus frileux et je comprends parce qu'ils avaient d'autres contraintes par rapport aux grandes maisons, de la place Vendôme et aujourd'hui, 2 ans plus tard, certains d'entre eux nous appellent en nous disant: «Bon écoutez, il y a 2 ans, c'était pas possible, hem, mais aujourd'hui, c'est possible». Là, je vois une question, comment vous les avez convaincus de travailler avec vous? Hem Je pense que ça a on n'a pas c'était pas des arguments en termes de on leur a pas proposé des tarifs, plus élevés, de payer plus cher ou des trucs plus, liés aux affaires. C'était vraiment en fait la connexion humaine et ça, en fait, on l'a tout de suite ressenti, dès le premier rendez-vous, dès la première rencontre. Quand on avait une personne en face de nous, bah, qui nous posait des questions. En fait, on n'avait rien encore dans notre projet, qui s'intéressait à nos projets, qui nous posait des questions. On sentait que cette personne était intéressée par ce qu'on avait à raconter et par ce qu'on avait envie de faire. Hem, on sentait qu'il y avait quelque chose à négocier et tout de suite, ça s'est ressenti dès le début et d'ailleurs, bah, peut-être qu'un argument qui a beaucoup aidé, c'est qu'on est q des personnes très fidèles et on leur a dit dès le début: «Écoutez, vous pariez sur nous aujourd'hui avec nos petites quantités à l'époque, vous pouvez être sûrs, on vous garantit que nous, on va grandir avec vous et nous, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions pour grandir ensemble».
Et je pense que c'était là la clé de, entre guillemets, cette négociation, pour justement trouver ces intérêts communs, se dire: «Bon OK, qu'est-ce que nous on peut faire pour vous aider à travailler avec nous? Quelles sont les solutions et comment petit à petit on va grandir ensemble?» Et je pense que c'était ça la clé, de qui a un peu, heu, permis au bloc de se former. Moi, je rebondis, je vous remercie. Il y avait une question, qui était finalement en rebond avec le témoignage d'Isabelle. Je pense que Sylvia, tu peux nous aider aussi à comprendre. C'est Anne qui demande pourquoi, en tant que femme, se sent-on souvent obligé de proposer une contribution à 100% alors qu'on accepte une réduction de salaire conséquente? Eh ben, je pense que c'est pas un débat genré mais on sait que les femmes ont des fois un peu plus de mal, en négociation, heu, par, les usages et la culture et tout ça, hein, L'argent en fait notamment. comment? Pour les questions d'argent notamment, on a déjà eu Oui, plusieurs les témoignages. questions d'argent, parce que voilà, les femmes et l'argent, après on a des cultures qui sont là. On a une culture chrétienne, donc déjà l'argent, c'est un peu moins, facile. Après, les femmes et l'argent, pendant très longtemps, c'est quand même la prostitution. Après, on nous dit dès qu'on parle d'argent qu'on est vénal, alors que nos collègues, masculins, j'imagine qu'ils sont pas bénévoles dans la boîte non plus. Bon voilà, donc il y a plein, d'histoires avec ça. En vrai, il y a aucune raison. C'est-à-dire que, soit vous êtes, 4/5 payé 5/5, donc là, évidemment, vous pouvez dire: «Écoutez, je m'organise différemment parce que je bosserai le week-end ou le soir, mais je délivrerai comme avant». OK. Et si vous acceptez d'être payé 4/5, il faut bien que vous délivriez 4/5 de d'habitude, sinon il n'y a aucune raison. Vous êtes en train de baisser en salaire et vous êtes une malheureuse contributrice de l'écart de salaire qu'on a à poste équivalent avec les hommes. Donc en vrai, il n'y a aucune raison, de partir là-dessus. Mais en négociation, il faut aussi écrire des choses en dessous lesquelles on ne descendra pas. Il faut aussi écrire une position, d'ancrage, de début de négociation. Donc si déjà le début c'est: «Vous inquiétez pas, ne me payez pas, mais je ferai comme d'habitude», moi j'ai envie de vous dire en face, je vous réponds: «OK». D'accord? Donc Oui. évidemment ça ben oui, Isabelle. Je suis complètement d'accord avec votre raisonnement. La seule chose, c'est que là, moi, j'ai anticipé les arguments que j'aurais pu avoir en face de moi. Je ne savais pas du tout comment, j'avais quand même deux dirigeants très ouverts, donc j'étais plutôt en anticipation d'une réaction, plutôt favorable, mais je n'en étais absolument pas certaine. C'était il y a 25 ans, j'étais dans une boîte de conseil où tout le monde était jeune, avait, un niveau d'engagement assez élevé dans le travail avec, enfin je veux dire, c'était un plaisir, hein, honnêtement. On avait une super ambiance de boîte et vraiment c'était bien, donc j'avais pas de, voilà, il y avait pas de rapport de force, pareil. Si Oui. j'ai dit ça, c'est que je pense qu'en vrai, je voulais pas qu'on m'oppose l'argument financier, donc d'emblée, je me suis dit: «Je vais», mais c'est une erreur, hein, je l'admets, mais je veux pas, je veux qu'on me dise oui et que je mette tous les arguments de mon côté, et d'autre part, j'ai vraiment fait un 4/5. C'est-à-dire que j'ai pas bossé le week-end, j'ai pas bossé le soir. Je me suis organisée pour travailler correctement et normalement les 4 jours, et le vendredi, ça a été très exceptionnel sur toute la durée que je sois obligée de travailler. Je récupérais les jours où je travaillais autrement. Il y avait vraiment une relation de confiance, et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que j'ai vraiment fait un 4/5. Donc, je pense que j'aurais pas assumé, mais c'est ma façon d'être, hein, j'aurais pas assumé l'inverse. J'aurais pas assumé, de dire, «Je suis payée à 5/5 et en fait, non, le week-end, je vais pas travailler et puis ce soir, je vais pas travailler non plus», Non, non, non. et Oui, voilà. alors Donc il je préférerais le rapport dans ce sens-là que dans l'autre ouais, sens, et exactement. Mais j'assumais beaucoup mieux ça. exactement. Mais du coup, de toute façon, tout dépend de ce qui était important pour vous dans votre enjeu, dans cette discussion. En fait, je n'ai pas dit de faire 4/5 et d'être payé 5. J'ai dit si vous êtes payé 4/5, alors faites 4/5 de votre travail. Donc, c'est ce que vous nous dites, Isabelle. Et après,
ce qui est hyper important, c'est effectivement les générations. Parce que là, vous étiez un peu précurseur et en plus dans le conseil, voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit quand même de manière assez statistique, c'est que les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, déjà, l'équilibre pro-perso, il est prioritaire. Depuis 2020 aussi, depuis le confinement, on assume beaucoup plus le fait, d'avoir des enfants, d'avoir des contraintes et donc je veux bien être tranquille, mais s'il y a un truc qui pleure à côté, c'est mon fils, donc c'est comme ça. Et aussi, même des jeunes générations sont pas du tout tournées sur les enfants, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont pas du tout prêts à avoir des enfants, aux âges où nos générations, on a voulu en faire, statistiquement, disons en majorité. Mais c'est pas pour autant que les garçons, disent pas: «Mais moi à 17 heures je suis barré parce que j'ai sport». Et non, j'ai pas de gamin à récupérer à l'école, hein. J'en aurai peut-être jamais de ma vie. Par contre, à 17 heures, ne comptez plus sur moi. Et ça, mine de rien, ça aide aussi les femmes, ça aide aussi les femmes qui ont la charge des enfants de se dire: «Je dois partir à 17h30, mais lui aussi, il va partir à 17h30 parce que lui, il a sport, moi, j'ai enfant», mais les 2, on a une vie perso à côté. Donc je trouve que c'est ça aussi, ça équilibre un peu les choses finalement, où il y a pas, comme, on le sait, hein, statistiquement, les femmes qui gèrent, en majorité les enfants, sont défavorisées parce qu'elles doivent à un moment donné partir le soir. Les jeunes se barrent aussi le soir sans enfants. Et ça lisse un peu les choses. Donc, je pense que vous étiez aussi précurseur, Isabelle, dans cette façon, de faire là. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent d'être payées un 4/5 en faisant un 5/5. Et donc, du coup, ça marche pas en négociation, en tout cas, voilà. Juste Sylvia, tu veux bien revenir sur Oui. ce que tu as dit à Isabelle tout à l'heure sur le non négociable et sur le fait que quand on a quelque chose qui est non négociable et que finalement tu l'as évoqué, on accepte, genre tous les soirs, je ferai partie à 18 heures et puis un soir on dit: «Tu peux pas rester jusqu'à 19h30, tu restes», en pensant faire plaisir. Toi, ton décryptage, c'est que justement, tu fais plaisir, mais qu'à ce moment-là, il y a une notion de non-respect de soi. Oui. Explique-nous ça si tu veux bien. En fait, ça repose sur la crédibilité, en négociation. Donc c'est horrible de dire ça parce que si vous le faites, c'est pour bien faire et puis voilà, pour pas décevoir. Mais en fait, si vous êtes crédible en négociation, quand vous dites quelque chose n'est pas négociable, donc si je le fais, à titre professionnel en disant: «Voilà, notre politique commerciale ne nous permet pas de faire ça, notre politique sociale ne nous permet pas de faire ça». Par éthique, pour les autres collaborateurs de l'entreprise, non, tu ne peux pas avoir 3 jours en télétravail quand tout le monde est à 2 jours, donc par éthique, on pourra pas. Si vous dérogez à cette règle, du coup, c'est quoi votre crédibilité, en négociation? Et donc c'est horrible de le dire comme ça, mais à titre perso, c'est ça aussi. Donc mes copines qui me disent: «Moi, il faut absolument que je parte du bureau à 18 heures, c'est pas négociable». Par exemple, parce que j'ai des gamins, hein, mais ou sans gamins, peu importe, je leur dis: «La semaine où les gamins sont en vacances, tu pars à 18 heures, sinon quelque part, cette notion devient négociable». Et si elle est négociable la semaine 4 de janvier, pourquoi elle ne le serait pas la semaine 6 et finalement la semaine 8? Et au final, en fait, c'est plus une contrainte, donc c'est pas négociable. Mais ça traduit aussi que quand tu me dis: «Ça, c'est pas négociable pour moi», dans les faits, c'est négociable. Donc du coup, je te crois moins sur les prochaines choses que tu devras négocier. Donc c'est horrible à dire comme ça, mais si quelque chose n'est pas négociable, tenez bon, quoi qu'il arrive. Et en fait, les gens s'habituent. Les gens s'habituent. Je vous le dis, dans l'équipe ADN, par exemple, moi, je lis tous mes mails tous les jours, tous les soirs. Je ne me coucherai pas tant que ce ne sera pas traité. Bon, il y en a un dans l'équipe qui dit: «Moi, je fais ça, mais tous les 3 jours». Au début, tu dis: «Mais c'est insupportable, pourquoi il se permet de faire ça?» Ouais, mais en fait, on s'aligne là-dessus. Du coup, on n'attend pas qu'il nous réponde avant 3 jours, alors que moi, si je réponds pas dans la journée, on dit: «Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a craqué». Voilà, donc en fait, il faut tenir bon aussi et les gens s'habituent au bout d'un moment. Et donc si vous êtes, pas là à partir de 17 heures tous les soirs, les gens se disent: «Comme elle est pas là à 17 heures, si on veut la voir, faut y aller le matin», et finalement les gens s'habituent, quoi. Mais il faut tenir bon, sinon c'est négociable et sinon aussi, quand tu tiens, ni ça c'est pas possible, ça l'est. Donc les prochaines le seront aussi. Est-ce que Sylvia, avant de prendre les dernières questions et de se quitter, le temps passe vite, on peut reprendre le décryptage sur la place du lien? Parce que dans l'anecdote que Maïssa nous a partagée, on sent quand même que c'est un élément fondateur et je pense qu'on y est quand même tous confrontés. On en discutait avant le live avec Isabelle justement sur la place de la relation interpersonnelle, du lien et du rôle qu'il peut jouer, dans les négociations. Ouais, exactement, le lien joue beaucoup. Alors on parle des pouvoirs en négociation, on dit qu'on en a 4. Le pouvoir institutionnel, donc si je prends l'exemple de Maïssa, le pouvoir institutionnel, ça aurait été par exemple sa marque, une hyper marque forte et cetera. Est-ce que c'était le cas? Non. La marque était naissante, pas connue, donc pas aussi connue que Boucheron par exemple. Donc évidemment le pouvoir institutionnel à ce moment-là de Maïssa est
pas très fort par rapport. Maïssa, vous criez quand vous êtes plus d'accord. Et pas très fort par rapport aux fournisseurs. Le pouvoir situationnel, c'est-à-dire le rapport de force dans cette négociation. Au début, j'imagine que Maïssa, vous aviez des petits chiffres d'affaires, donc vous vous engagez sur des petits volumes, rien à voir avec le groupe Kering ou LVMH, donc vous n'étiez pas particulièrement en position de force. Le pouvoir personnel, donc la personne que j'ai en face de moi, eh bien peut-être que pour certains, ils avaient l'habitude de voir des gens qui sont dans la joaillerie depuis 25 ans, 35 ans, etc. Là, on a une petite minette qui déboule. Elle n'est pas connue, donc son pouvoir personnel ne la favorise pas. Mais elle a un pouvoir qu'elle a dans ses mains, c'est la relation qu'elle va pouvoir créer avec les autres. Et donc, c'était là, à ce moment-là, son peut-être seul pouvoir qu'elle avait en négociation. Depuis, la marque est connue, depuis tout ce qui est développement durable, RSE, Bicorp et compagnie, ça devient beaucoup plus puissant. Donc, il y a peut-être des fournisseurs qui disent, il faudrait qu'on ait cette marque-là dans notre portefeuille. Donc, les choses évoluent. Ce qui aussi fait penser au temps en négociation, qui est hyper important. Le temps n'est pas toujours à court terme dans une négociation. C'est ce que nous a expliqué Maïssa. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui ont dit non. Oui, au fur et à mesure, elle a construit son petit bonhomme de chemin et désormais, c'est ces gens-là qui vont revenir. Alors après, il faut être fair, faut pas leur dire, eh ben non, mais c'est nous tente. Mais le temps est long parfois en négociation, il faut l'accepter. Et selon les entreprises auxquelles on appartient, c'est une entreprise familiale, on accepte le temps long, on appartient à un fonds d'investissement, il faut avoir un retour sur investissement sur 1 an, voire moins, et le temps long n'est peut-être pas accepté. Donc c'est vrai que des fois, c'est difficile de gérer le temps en négociation. Je me permets de rebondir et je suis à 100 d'accord avec ce que tu dis, Sylvia. C'est aussi, je pense, quand vous avez dit c'était le lien, le relationnel qui était là, chez nous, les personnes qui voulaient avec qui on a travaillé au début, en fait, ont juste adhéré à notre personnalité, à notre relation et se sont dit: «Bon allez, on y va, on tente notre chance». Hem Mais aussi, comme vous avez dit, on a la chance d'être dans une entreprise entre guillemets «familiale», qu'on n'a pas justement ces contraintes de court terme, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, on a ce luxe en fait de pouvoir négocier par rapport à nos valeurs. En fait, c'est Mmh. nos valeurs qui guident notre négociation et pas des enjeux business, et des enjeux court terme qui sont qui nous permettent de trancher par rapport à une négociation ou pas. Et ça, c'est vraiment un luxe qu'on a aujourd'hui et c'est ce qu'on essaie de préserver autant que possible, avec mon mari pour cette maison, et pour la suite de cette aventure. Exactement. Et c'est pour ça que ça vous rend plus fort en égo, parce que comme c'est vos valeurs qui vous drivent, normalement, elles sont pas négociables. Et donc, ça vous rend plus fort en égo. Et je prends juste 1 minute pour répondre à Aude dans le chat qui m'a posé la question. Quand notre direction ne nous donne pas un mandat clair en négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, jusqu'où on peut aller, en vrai, notre réponse est de dire, OK, mais moi, je rentre pas en négociation. Parce que si vous partez en négociation sans marge de manœuvre claire, sans enjeu clair, vous allez avoir 2 biais. Le premier, c'est le biais d'ancrage face aux autres. Votre client, votre fournisseur va vous demander quelque chose, va vous dire par exemple, ou dans négo social par exemple, va dire, «Il y aura le paiement des jours de grève?» «Peut-être, je sais pas, enfin je note le point, je reviens vers vous». Donc comme je n'ai pas réagi, qu'est-ce que se dit l'autre partie? Oui, ça c'est bon, sinon elle serait tombée de sa chaise, elle aurait crié, donc elle a pas réagi, donc c'est OK. Et en fait, si ça se trouve, au bout d'un moment, vous vous apercevrez que ce n'est pas OK. Sauf que l'autre, il croira jusqu'à la fin de la négo que c'était OK. Et le deuxième biais, c'est le biais des petits pas. C'est comme si je jouais au casino ce soir de l'argent, mais que je ne dis pas combien je joue. Donc, je change 100 euros, d'accord. Et là, il est 20h30. Je me dis, là, je vais pas m'arrêter là, maintenant que j'ai paumé 100 euros. 20 euros de plus. Bon, il est 9h moins le quart. Maintenant que j'en ai paumé 120, on n'est pas à 20 euros de plus. Et en fait, combien je vais jouer ce soir? Je ne sais pas, peut-être 300 euros. Parce que c'est petit peu par petit peu, ça ressemble toujours à rien, sauf qu'au final, c'est beaucoup. Et donc, en négociation, c'est pour ça qu'on part jamais en négo sans une marge de manœuvre qui est claire, parce que je vais avoir ce biais des petits pas, je donne un petit peu, et ce n'est qu'à la fin que je regarderai en vrai combien ça m'a coûté. Et si ça se trouve, je suis carrément en dehors des choux, quoi. Donc, c'est malheureusement la première négo d'un négociateur, c'est d'obtenir des enjeux clairs de sa négociation, donc en entreprise, avec son décisionnaire, et une marge de négociation, un mandat qui soit très clair aussi. Des fois, c'est ça le plus dur en négociation, c'est d'aligner ces 2 points en interne. Une fois que c'est fait, la négo externe, elle est des fois beaucoup plus simple.
Merci Sylvia. Dans les questions, on a également, très intéressant, quel blocage empêche les femmes de prendre connaissance de leur valeur économique dans les affaires? Ça fait écho à la discussion qu'on avait sur les négociations pour nous-mêmes. Grande, grande sujet. De manière générale, des fois, les femmes ont du mal à connaître leurs valeurs. C'est pour ça que des fois, elles ont du mal à négocier leur salaire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles vont se poser la question de combien je vaux. Et combien je vaux, si vous avez à côté de vous quelqu'un qui s'appelle le syndrome de l'imposture, il va te dire: «Pas ouf, hein, quand même, bon». Et donc du coup, vous allez avoir du mal à négocier ça. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre les choses les plus objectives possibles. Donc aller sur, des sites, par exemple, si on est sur du salaire, mais pas que, hein, aller sur des sites qui vous disent statistiquement votre poste, votre expérience dans tel secteur d'activité, en moyenne, le poste, c'est tant. Si vous êtes une jeune étudiante en sortant de votre école sur ce type de poste, en moyenne, le salaire, c'est tant. Et en fait, il faut rendre la négociation tangible, il faut la préparer pour soi comme on la préparerait pour sa petite sœur, comme on la préparait pour une négociation professionnelle. On a des éléments factuels et voilà, et en fait, on va s'adosser à ça pour mener la négociation. Ce qui est beaucoup plus simple que de se dire: «En vrai, moi, combien je pense que je vaux?» parce que je risque de me sous-évaluer ou d'éviter le conflit, en n'osant pas dire, ce que je pense que je vaux. Donc voilà, factualisez les choses, prenez des faits, travaillez votre réseau. Comme ça, il y a des collègues qui vont vous dire: «Mais moi, tu sais, à ce poste-là, à l'époque, à ton époque, je gagnais déjà ce salaire-là». «Ah bon?» Voilà, et ce qui va vous permettre de factualiser la négo. Préparez-la pour vous, comme vous la prépareriez à titre professionnel. Si vous négociez avec des clients, vous partez pas en rendez-vous sans l'avoir préparé. Bah, pareil pour vous, en fait, pour votre négociation personnelle, et montrez cette préparation à votre conjoint, à votre meilleur ami, voilà, pour qu'il soit garant et garante de ce qui n'est pas négociable pour vous surtout. Et une dernière question, si tu veux bien, avant Ouais. qu'on se dise au revoir, mais elle est intéressante. Est-ce que quand on a du temps, pas de pression, d'urgence financière par exemple, ce n'est pas aussi une forme de pouvoir? Bah, carrément, carrément. Dans le pouvoir situationnel, qui est notamment le rapport de force, le temps est un des premiers éléments du rapport de force. Celui qui est à la pression du temps, il est généralement pas le plus avantagé. Donc ça, c'est sûr. Le temps, il y a aussi l'enjeu, c'est-à-dire est-ce que moi je signe un accord avec vous ou pas? Je m'en fous, j'ai tellement de clients, je suis détendue. Ou bien je suis à 2 doigts de déposer le bilan, donc mon enjeu, c'est de sauver ma boîte. Autant vous dire que je vais avancer beaucoup plus vite. Il y a évidemment l'offre et la demande. Je vous bascule dans l'immobilier, le marché de l'emploi n'est pas aussi tendu à Paris qu'à Roubaix. Je vais faire des copines à Roubaix, mais bon bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de facteurs qui peuvent nous permettre d'analyser le rapport de force, et là encore, souvent les gens vont trop vite en disant, «C'est un emploi dont j'ai besoin donc voilà, je suis obligé de tout lâcher». Ouais, mais est-ce que tu es sûr qu'eux, ils ont pas besoin de toi? Voilà, et à titre professionnel aussi, il y a plein de facteurs qui peuvent, analyser le rapport de force, et les entreprises qu'on accompagne vont beaucoup trop vite là-dessus, en regardant juste le poids respectif de chiffre d'affaires, et donc elles se disent: «Bon, ben, on a besoin d'eux, on est cuit, quoi». Mais non, il y a plein d'autres choses. Ouais. Merci, Bon, bah, merci beaucoup. On a dépassé notre temps, un donc petit peu. merci à toutes les deux, merci à tout le monde pour les questions. On va vous dire au revoir et rendez-vous dans 2 mois. Dans 2 mois, au mois de juillet, avec une nouvelle belle affiche et de nouvelles anecdotes, de négociation. Merci encore à toutes d'avoir été là. Pour les questions sur les ressources et cetera, vous pouvez vous rendre sur notre site adngroup.com et il y a toutes les ressources, librairies, podcasts, voilà, toutes les thématiques, auxquelles Sylvia a fait écho. Merci beaucoup pour tous vos messages. Bravo à nos invités. Merci pour ce partage d'expérience et cette sincérité. Je crois que c'est une de nos marques de fabrique et je pense que c'est ce qui nous parle à toutes. Donc merci, merci Fanny pour cette Merci, Julie. co-animation très Merci agréable. Isabelle, Maïssa. Merci Isabelle, Maïssa, Sylvia. Rendez-vous au mois de juillet et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.